Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Avec quelques minutes de retard, nous avons été pris en otage par la technique. Donc je me présente, Christophe Douénaud, je suis le directeur général de Vivre et Devenir, et puis pour ce matin, modérateur de ce webinaire 30 minutes pour comprendre. Alors, je vous rappelle l'objectif de ces webinaires, hein, partager une expertise, un champ d'action de Vivre et Devenir. Pour ça, faire appel et donner la parole à des experts, à des connaisseurs, des personnes accompagnées, des familles, des proches et des professionnels. Et puis échanger avec vous. Pour ça, il est possible de poser des questions dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fin. Donc n'hésitez pas à déposer vos questions dans le chat. C'est possible. Ce webinaire est consacré à l'autisme. Vous allez voir, on a tous les quatre nos petits bracelets sur la journée mondiale de l'autisme. C'était le 2 avril. Puisque l'autisme pour Vivre et Devenir, c'est schématiquement 3 grands champs d'activité. Un premier champ dans le champ de l'enfance, hein, pôle autisme en Seine-Saint-Denis, à Paris, l'IME Marie Auxiliatrice. Des accompagnements aussi dans le champ adulte, la Masse Les Iris à Saint-Rémy-de-Provence par exemple, ou bien l'unité renforcée autisme de transition à Villepinte. Et puis des unités, des dispositifs de transition, le PCPE, le pôle de compétences et de prestations externalisées. On a dit qu'on ne faisait pas d'acronyme aujourd'hui. Ou bien un établissement expérimental qui accompagne des enfants qui ont des troubles dans le champ de l'autisme ou bien dans le champ de la protection de l'enfance. Donc une expertise assez importante pour Vivre et Devenir. Et pour nous en parler, nous avons 3 personnes qui ont accepté de témoigner, de jouer le jeu. Donc je vous présente déjà, ça va éviter les présentations. Donc je commence par vous, Eugénie Penn. Vous êtes maman de Léandre qui a 3 ans et demi et qui est accompagnée par le pôle autisme Paris. Oui, dans l'unité précoce, pour les petits. Voilà, dans l'unité précoce. Et vous êtes aussi membre du CVS du pôle autisme Paris. Tout à fait. Émile Tilly, vous êtes psychologue ça. sur le pôle autisme Paris. On va beaucoup parler du pôle autisme Paris. Et Guillaume Faux, vous êtes chef de service également au sein du pôle autisme Paris. Tout à fait. Donc on n'a que les Parisiens autour de la table. C'est ça. Voilà. On commence par vous, Émile, peut-être. On rentre dans le cœur du sujet. Okay. Là, j'ai tenté de poser les bases. Donc, vous êtes psychologue. Dites-nous un peu, voilà, le pôle autisme Paris. Comme ça, les gens vont savoir enfin ce que c'est. Et puis nous présenter un peu ce que vous faites en tant que psychologue. D'accord, ok. Posez le sujet, s'il vous plaît. Donc le pôle autisme a ouvert en novembre 2016, donc ça fait 7 ans. Moi, je suis psychologue depuis l'ouverture des premiers établissements du pôle, c'est-à-dire l'Institut médico-éducatif pour les plus grands, pour les 12-20 ans. Ensuite, le pôle a ouvert 2 CESAD précoces pour les petits, comme Léandre, de 18 mois, 4 ans. Ensuite, ça s'est encore ouvert avec 2 CESAD classiques pour les plus grands. Dernièrement, nous avons ouvert 2 unités d'enseignement élémentaire pour enfants avec autisme dans 2 écoles parisiennes. Et enfin, dernièrement, un CESAD Pro qui vient de s'ouvrir pour les plus grands, les 16-25 ans. Dans le pôle autisme, il y a 135 places pour les enfants, à peu près 80 pros, donc c'est un gros établissement. Et donc moi, je suis psychologue sur une UA et un des CESAD précoces, où en tant que psychologue, je coordonne les projets des jeunes. On est en contact avec les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant, avec les orthophonistes, les psychomotriciens, les enseignants, parce que beaucoup d'enfants vont à l'école. On travaille beaucoup, on supervise les éducateurs, on a une super équipe d'éducateurs au pôle. On travaille aussi avec les familles, bien entendu, qui sont au cœur des projets et qui connaissent très très bien leurs enfants. Et on va faire des bilans réguliers aussi auprès d'enfants pour réactualiser les projets des jeunes. Oui, alors attendez, je remonte une marche, enfin je reprends un peu les choses par haut. C'est vous un peu l'experte du sujet là aujourd'hui. Je reviens sur le sujet de l'autisme, parce que moi je dis par raccourci là, autisme. On parle en général de troubles du spectre de l'autisme. Donc qu'est-ce que je dois dire ? Aujourd'hui, on dit les TS, un trouble du spectre de l'autisme. Effectivement, on parle plus d'autisme, on parle des autismes. Parce qu'il y a vraiment un continuum entre différentes formes d'autisme qui va de l'autisme Asperger aux autistes, aux personnes autistes de plus petit niveau. Et ces personnes ont quand même des traits communs avec des difficultés de communication, difficultés dans la socialisation, des intérêts restreints souvent. Mais voilà, on ne parle plus d'un autisme qui est comme ça ou comme ça, mais vraiment un continuum dans les traits qu'on peut rencontrer. Et chaque personne est évidemment différente. Donc c'est ça, les questions qui se posent, c'est la question de l'interaction, la communication. Ça.
pour illustrer ça, peut-être Eugénie, vous pouvez nous parler de Léandre? Oui, ça nous permet d'illustrer ce que vient de nous dire Amy, ça peut être intéressant. Donc, petit Léandre, c'est un petit garçon de 3 ans et demi. C'est de loin la personne la plus étonnante, la plus surprenante, la plus imprévisible que je connaisse. Il suit un schéma de développement qui ne correspond pas au schéma classique des autres enfants. Il a vraiment son propre rythme de développement. Ce qui le caractérise, c'est il a très peu d'intérêt à effectivement avoir des interactions avec les autres. Il joue pas comme les autres enfants. Il peut manipuler des objets, mais c'est comme si ça l'intéressait pas de jouer. Non seulement il ne parle pas, il n'est pas verbal, mais en plus il communique très peu. Et on a l'impression souvent qu'il est dans son monde. Voilà. D'accord. Et alors toujours pour illustrer ce que nous disait Amy. Concrètement, l'accompagnement, c'est quoi? Vous avez dit tout à l'heure, il est sur une unité précoce, oui. Ou comment ça se passe opérationnellement, l'accompagnement, quoi? Alors, donc, Léandre, il est pris en charge par le CESAD de l'unité précoce Servan. Ce sont des prises en charge en demi-journée. Donc, Léandre va 4 demi-journées par semaine au CESAD Servan et il va les autres 4 autres demi-journées, il va à l'école maternelle. Et quand il est au CESAD, donc il est accueilli par son éducatrice référente qui va le faire travailler sur les difficultés de Léandre, qui va essayer de le sortir de sa bulle, qui va essayer d'avoir des interactions et surtout de suivre des objectifs qu'on a travaillé ensemble avec Léandre. Et donc la force vraiment de cet accompagnement, pour moi, il y a 2 grandes forces. C'est que donc, lorsque Léandre est au CESAD, il y a une équipe pluridisciplinaire qui l'accompagne. Donc il y a une psychomotricienne, il y a la psychologue qui chapeaute tout, il y a son éducatrice référente que Léandre adore et qui est aussi accompagnée d'autres éducatrices qui généralisent pour pas que ce soit... Et la deuxième grande force pour moi, c'est que donc, le CESAD, c'est aussi intervention à domicile. Et donc l'éducatrice vient chez nous pour nous guider. Et il y a vraiment cette complémentarité professionnelle de l'autisme et parents qui connaissons le mieux notre Léandre. Et donc à domicile, c'est des interventions comparables à ce que vous avez évoqué avant? Oui, voilà, tout à fait. On va travailler ensemble sur comment sortir Léandre un peu de sa bulle, le faire travailler sur ces objectifs qu'on a déterminés, donc qui peuvent être de toutes sortes. Elle va beaucoup répondre à nos questions. Et puis elle aussi, je pense que ça a un intérêt parce qu'elle voit Léandre comment il est à la maison. Ça l'aide aussi à comprendre certains comportements de Léandre atypiques. Voilà. Et pour ce qui vous concerne, pour ce qui concerne Léandre, il n'y a pas d'intervention des professionnels à l'école? Si aussi. Son éducatrice vient aussi une demi-journée tous les 15 jours à l'école. Donc là, elle travaille avec la maîtresse et l'AESH de Léandre. Alors nous, peut-être que Guillaume va peut-être mieux répondre sur comment l'accompagnement se fait à l'école. Vraiment, c'est l'éducatrice, la mission, c'est d'apporter vraiment des conseils à l'enseignante et de superviser aussi l'AESH, parce que l'AESH, elle prend en charge toute la semaine l'enfant. Donc nous, on va venir, ça dépend les unités, mais tous les 15 jours, et ça va vraiment pouvoir répondre aux besoins concrets de la semaine et d'apporter des solutions. Et donner des techniques. Et mettre en place des outils aussi pour notamment travailler la concentration en classe. D'accord. On a dit qu'on ne faisait pas acronyme. Pas d'acronyme, donc CESAD, dites-nous quelques mots, parce que, non mais vous avez dit ME, voilà, juste peut-être on fait un focus CESAD, et puis AESH, je pense qu'en général on sait ce que... Mais si vous pouvez juste nous repréciser ça. Ouais. Alors, donc un CESAD, c'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Sans IP, parfait. Ça va, bien révisé. Et du coup, vraiment, concrètement, en 2 mots, ce que c'est un CESAD, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est là qui a pour objectif d'apporter vraiment un soutien spécialisé aux enfants et aux adolescents. Dans tous les lieux de vie. Dans tous les lieux de vie. Et vraiment aussi, on est là pour soutenir la famille et répondre à leurs questions. D'accord. Donc, dans ce que j'entends, parce que vous nous parlez, Eugénie, donc plutôt de professionnels éducatifs, vous êtes psychologue, et donc vous, là, vous coordonnez tout ça avec l'éducation nationale aussi. Donc, c'est quoi? C'est des réunions? C'est des temps de travail? C'est quoi? Alors, on organise, c'est vrai qu'on est vraiment en lien avec l'éducation nationale, donc on est présent, il y a des réunions qui sont faites au moins 1 fois par an pour chaque enfant, où on parle vraiment du projet de l'enfant, et ça c'est important. Et nous, au sein du CESAD, on a des réunions quand même assez régulièrement, et notamment, on propose vraiment un projet personnalisé à chaque enfant, qu'on construit avec les familles, où on va cibler les objectifs précis de l'année, qu'est-ce qu'on va travailler avec l'enfant au CESAD.
D'accord. Je regarde si Eugénie acquiesce. Donc, il y a vraiment un projet personnalisé. Oui, non, tout à fait. Il y a des grilles qui répondent au développement d'un enfant auquel on essaye que Léandre développe des compétences. Mais après, c'est toujours à nous de prioriser en collaboration avec les professionnels. Mais on a vraiment notre mot à dire et on priorise les objectifs. Et nous, on s'adapte vraiment aux besoins de l'enfant et on va à son rythme. Ça, pour nous, c'est vraiment important. Et chaque enfant a son propre projet et ses propres spécificités. Donc, on fait vraiment de l'individualiser. D'accord. Alors, dans ce que vous avez dit, là, j'ai entendu qu'il y avait un enjeu sur les progrès, ce que vous disiez, sur l'échange avec la famille. J'ai l'impression que quand on avait préparé aussi sur l'appropriation des méthodes, peut-être je redonne la parole à Amy. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les méthodes comportementales dont on entend beaucoup parler? On ne va pas rentrer dans le débat de fond, mais peut-être nous illustrer ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est quoi l'objectif, comment ça se passe vraiment avec les enfants. Puis, vous pourrez peut-être nous l'illustrer avec Léandre. C'est ça. Dans le pôle autisme, on travaille avec 3 principales approches qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. On entend beaucoup parler d'ABA, c'est l'analyse appliquée du comportement, où là, on va essayer de travailler au plus près des besoins de l'enfant, bien entendu. On essaye de mettre en avant les bons comportements, d'estomper les mauvais comportements et d'apprendre de nouvelles compétences, toujours avec des choses qui lui plaisent, avec des renforçateurs qui vont motiver l'enfant à travailler. Donc ça, c'est vraiment l'ABA classique. Et on fait le lien, bien sûr, entre l'environnement et l'enfant. On travaille toujours sur le lien environnement et enfant. Donc ça, c'est la méthode ABA classique. On a une méthode qui s'appelle la méthode ESDM ou Denver, dont bénéficie Léandre. Et ça, c'est une méthode pour les tout petits, 18 mois, 4 ans à peu près, où là, on parle vraiment de l'intérêt de l'enfant, comme disait Eugénie tout à l'heure. On va faire passer un petit test, un petit curriculum avec toutes les étapes de développement de l'enfant. On voit où en est l'enfant. Et par le jeu, par ce que nous amène l'enfant, on va développer ces nouvelles compétences. Nous, on a nos objectifs en tête, mais on va passer par le jeu pour faire développer ces compétences-là. Et on travaille vraiment en gros partenariat avec les parents. Et la dernière approche qu'on utilise, c'est le programme Teach, où là, on va essayer d'adapter l'environnement à l'enfant pour qu'il soit le plus autonome possible. Donc, on va mettre des emplois du temps visuels, on va mettre des petits outils visuels sur la table, enfin, vraiment... Notre but, c'est aussi l'autonomie, pour qu'on soit pas tout le temps, que les jeunes n'aient pas tout le temps besoin de nous pour être accompagnés tout au long de leur vie. Donc l'autonomie, c'est vraiment aussi un des principaux objectifs. Vous avez dit renforçateur. Oui. Pour moi, je connais pas ce mot-là. Alors, un renforçateur que nous, on a à la fin de chaque mois, ça va être notre salaire, par exemple, pour qu'on travaille. On adore notre métier, mais on a besoin de ce salaire-là qui va aussi nous motiver. Et pour les enfants, ça va être, bien sûr, pas un salaire, mais eux, ils vont avoir un salaire avec des petits jetons ou un jeu qu'ils adorent, par exemple. Ils savent qu'ils vont travailler pour un petit jeu. Par exemple, le renforçateur absolu de Léandre, c'est le chocolat. Voilà. Et sinon, il y a des livres qu'il aime beaucoup. Vous avez dit le livre? Oui, il y a des livres où il aime beaucoup tourner les pages et regarder les images. Donc, il y a certains livres que vraiment il adore. Donc, ils savent qu'ils travaillent et après, ils ont leur petit temps de pause loisir qu'ils adorent. D'accord. Ouais, peut-être encore, il y a des choses que vous pouvez nous illustrer. Alors, est-ce qu'il y a un transfert de méthode vis-à-vis de vous, famille? Comment vous vous appropriez les choses? Vous réutilisez ça derrière ou ça... Alors nous, c'est justement les interventions à domicile qui nous sont précieuses parce que on est un peu guidé dans comment on doit faire. Même si on le fait de façon assez naturelle. Par exemple, Léandre, quand il faut le sortir un peu de sa bulle pour qu'il trouve de son intérêt, il est hyposensible, donc il adore qu'on lui fasse des petites pressions, donc ça va passer par des chatouilles. Il aime beaucoup qu'on fasse des bruits rigolos, donc par exemple, quand l'objectif c'était de lui faire manger à la cuillère, parce que Léandre est il sensoriellement, elle mange avec les doigts, c'est top pour lui. Donc on va faire, par exemple, on fait un ram, et ça l'amuse beaucoup, et du coup il prend plus facilement la cuillère. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, et nous, oui, on a été guidés, on reproduit ce qu'on a vu. Après, on se forme aussi de notre côté, on lit beaucoup, mais oui, l'intervention de l'éducatrice spécialisée est très précieuse. Donc, c'est-à-dire que l'éducatrice vous permet de repérer ce qui devient un renforçateur pour le réutiliser. Voilà, et surtout de suivre les objectifs, qu'on ait des objectifs en commun pour que ce soit cohérent pour Léandre et que vraiment on le fasse progresser là-dessus. D'accord, oui, ok. Alors, il y a un sujet aussi dont on entend beaucoup parler aussi dans le champ des troubles du spectre de l'autisme. J'écoute ce que vous me dites, Amy. C'est l'enjeu du diagnostic. Alors, peut-être que vous pourrez nous l'illustrer tout à l'heure avec Léandre, mais pourquoi parle-t-on beaucoup du diagnostic? On entend, voilà, il faut un diagnostic, il faut le faire tôt. Dites-nous un mot
Comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut observer les premiers signes de l'autisme dès bébé. On voit pour plusieurs bébés où ils ne vont pas du tout dans la relation, où ils vont beaucoup pleurer, ils vont s'intéresser davantage aux objets qu'aux personnes adultes. Et en fait, il y a une équipe de première ligne qui va venir en soutien de la famille. C'est souvent la famille qui repère les premiers signes, qui en parle au médecin, au pédiatre. Et qui va se tourner vers l'équipe des PMI ou des équipes un peu plus spécialisées qui vont faire un pré-diagnostic avant 4 ans en général. Ces pré-diagnostics sont faits par des équipes pluridisciplinaires. Il y a souvent des psychiatres, des orthophonistes, je pense que c'est ce que les psychomotriciens. On teste aussi l'audition. Enfin, il y a tout un panel. Les évaluations durent jusqu'à 2 semaines, il me semble. Donc, il y a un pré-diagnostic avant 4 ans. Et après 4 ans, le diagnostic est confirmé ou non par cette équipe de deuxième ligne de spécialistes. Et après, on oriente les parents en général vers des structures spécialisées pour les aider dans leur quotidien et faire progresser l'enfant. Et effectivement, c'est important de prendre en compte l'autisme dès les premières observations. Le cerveau est encore malléable des tout bébés, donc on peut encore leur apprendre énormément de choses et l'évolution se fait extrêmement rapidement. Nous, on est obligé de changer nos projets très rapidement dans les CESAD parce que les enfants évoluent très vite. Et du coup, on va aussi faire baisser plus rapidement les symptômes secondaires quand il y a des troubles, des manières de faire qui ne sont pas adaptées. Vraiment hyper important de prendre tout bébé. D'accord. Parce que tout à l'heure, dans ce que vous avez évoqué, là, vous avez dit qu'il y avait une unité précoce, donc, au sein du pôle autisme. Vous allez nous illustrer ça avec Léandre tout à l'heure, comment ça s'est passé sur le diagnostic, mais redites-nous, il y a entre diagnostic, c'est pas le pôle autisme qui le fait, ça? Non, c'est ce sont des équipes. Nous, on est en lien comprends. avec ces équipes-là. Ouais. Et pourquoi précoce? C'est-à-dire, c'est en fonction de l'âge, c'est ça? Oui, c'est vraiment en fonction de l'âge. Et nous, on a vraiment ouvert ces unités qui prennent en charge le plus tôt possible. Donc, dès que le diagnostic est posé. D'accord, mais c'est après le diagnostic. Voilà. Après le diagnostic, on est là. 18 mois, 4 ans, on est là. On commence à prendre en charge. Et après, le diagnostic est vraiment posé. Après 4 ans. Mais nous, on est là dès les premiers signes et dès les premiers... C'est pour ça qu'on travaille vraiment en lien avec toutes les centres de diagnostic, avec les PMI, avec tous les professionnels en fait qui peuvent détecter, et on travaille vraiment en lien pour pouvoir vraiment accueillir le plus tôt possible. Qui puissent nous envoyer dès les premiers doutes. Les enfants. Donc là sur Paris par exemple, c'est qui les partenaires là, avant l'intervention du pôle autisme, les partenaires qui interviennent sur le diagnostic? C'est les hôpitaux? Nous on a l'hôpital Necker, l'hôpital de Robert Debré. C'est ça, les centres hospitaliers, les PMI, c'est eux les Les services. centres de ressources autisme. Ouais. Les CRA. C'est ça, exactement. C'est moi qui remets du... Bravo. Et Eugénie, peut-être que comment ça s'est passé pour vous? Alors nous c'est un peu particulier parce que Léandre, il a fait ce qu'on appelle un effondrement autistique. Donc lui, il a développé des compétences qu'il a perdues pour le moment. Donc il y avait des signes bébé, mais très très subtils, c'est-à-dire que nous, on ne les a pas vus, le pédiatre ne les a pas vus, la crèche dans laquelle il était ne les a pas vus. Enfin, jusqu'à 2 ans, Léandre... paraissait avoir un développement typique et il a commencé à perdre, donc il parlait, il utilisait des mots, il commençait à perdre la parole, à ne plus répondre à ses aux coucous qu'il adorait, à ne plus jouer à cache-cache, à ne plus jouer du tout et donc là la crèche nous a alertés et nous on a très bien été orientés donc vers un hôpital donc à Robert Debré. Léandre, comme il avait moins de 30 mois, est passé un peu en priorité, donc le diagnostic a pu se faire très rapidement. On est conscient d'avoir de la chance là-dessus parce qu'on voit des familles pour qui ça prend des mois et c'est très important de prendre en charge le plus rapidement possible. Donc Léandre, il a été hospitalisé pendant 1 semaine où il a vu un tas de spécialistes, donc une orthophoniste, un psychomotricien, des psychologues, un neuropsychiatre. On lui a fait aussi toute une batterie de tests, d'audition, en électro, je ne sais plus quoi. Enfin voilà, plein de... Et donc là, le diagnostic est tombé, donc le pré-diagnostic, parce que jusqu'à 4 ans, c'est des risques, mais le diagnostic est là. Donc Léon a été diagnostiqué autiste sévère non-verbal. Ça ne veut pas dire qu'il va garder ce diagnostic toute sa vie. Et on travaille pour que le sévère devienne modéré, léger, etc. D'accord.
Mais vous êtes allé à Robert Debré, vous avez été toqué en disant voilà, je veux un rendez-vous et ça s'est passé comme ça. Comment on se retrouve à avoir la bonne équipe face à soi? Alors, dès qu'on a eu un doute, nous on est allé voir le pédiatre qui a fait une lettre d'adressage, c'est obligatoire. On a dû faire aussi un courrier pour expliquer les symptômes de notre enfant, qu'on a envoyé à Robert Debré. Donc ça a été orienté dans la bonne équipe. Ouais. Et là, on a pu avoir un rendez-vous avec la neuropsychiatre qui a vu Léandre en rendez-vous d'une heure, 2 heures, qui a bien pris le temps et qui nous a programmé la semaine d'hospitalisation dès qu'une place s'est libérée. Assez rapidement, du coup. Oui, donc nous, on a eu, grâce à un désistement, on est passé assez rapidement parce que Léandre était prioritaire, donc il passe dans les désistements les enfants de moins de 30 mois. C'est ça. Et donc c'est le pédiatre qui a identifié Robert Debré comme étant un centre hospitalier, un établissement hospitalier qui pouvait avoir cette Oui, on nous a donné une liste. D'accord. Pour le CRA, il y avait plusieurs mois d'attente, voire même une année ou deux. Donc on a envoyé à Robert Debré qui nous ont contactés assez rapidement et ça s'est fait. Alors ça a pris quand même 2 mois pour avoir tout ce schéma-là, les rendez-vous et le diagnostic. Mais c'est quand même un temps très court par rapport aux autres. Alors, attendez, il y a une question. Vous avez dit qu'il a été hospitalisé une semaine. Donc vous êtes arrivé un lundi matin, vous l'avez déposé Léandre et vous êtes revenu le vendredi soir. Non. On n'a pas quitté Léandre du tout. On est resté avec lui tout le temps. Ça a été, pour lui, ça a été une semaine qui était assez difficile parce que on le faisait travailler sur ses difficultés. Comme il était noté, on le titillait jusqu'où il pouvait aller dans cette interaction, etc. Donc on était tout le temps avec lui et il n'était pas hospitalisé la nuit. C'était vraiment 2 jours. Donc on allait toute la journée, tous les jours, du lundi au vendredi. Ouais. Ok, ouais. Et donc dans ce que vous disiez aussi, Eugénie, on entend donc, la situation de Léandre va évoluer. Donc là, je me tourne peut-être plutôt vers Guillaume. Comment ça se passe sur... il y a une logique de parcours là-dedans. C'est-à-dire la situation évolue. Comment, à un moment, on se dit... voilà, on a bien travaillé, il faut réorienter, ou la famille a besoin de plus de renforts. Comment on travaille là-dessus une fois que l'enfant est accompagné par le pôle? C'est vraiment un travail pluridisciplinaire et vraiment en lien avec la famille. On prend le temps d'échanger dans l'année sur l'orientation, c'est un sujet crucial pour trouver vraiment le dispositif qui va lui convenir le mieux à l'enfant. Et l'idée, c'est de l'orienter, d'accompagner, de faire visiter ces structures, de prendre le temps d'échanger avec les équipes et de répondre à toutes les questions. Et nous, on accompagne à un moment donné, mais on va accompagner aussi par la suite. On est toujours là si les familles ont des demandes spécifiques et ça, c'est important. Parce que là, on n'a pas parlé, mais il y a eu un passage CDAPH, MDPH, commission départementale... autonomie personne handicapée. Oh là, il y a peut-être une... soyez indulgents, merci. Voilà, MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Oui. Pour qu'il y ait accompagnement par le pôle, il y a eu dossier à la MDPH. Oui. Orientation et donc possibilité de mise en œuvre de... Ça passe en commission, ils ont une notification qui leur ouvre des droits pour pouvoir bénéficier d'un CESAD. D'accord, ouais. Ok. Et quand cette notification arrive, vous allez toquer à la porte des différents services qui existent? Oui, alors pour l'unité précoce, c'est assez bien fait parce qu'il y a une tolérance, comme les délais de la MDPH peuvent être très très longs. À partir du moment où l'hôpital a fait son diagnostic, etc., s'il y a une place qui se libère, on n'attend pas la notification MDPH pour les enfants précoces. Pour les petits en tout cas, sachant qu'elle va arriver... L'accompagnement peut se mettre en place sans attente de la... Et donc il y a juste des dossiers à remplir et nous, ça nous permet d'identifier ces enfants et on travaille vraiment avec les équipes qui sont en charge du diagnostic, notamment l'hôpital de Bray, qui nous alerte un petit peu des besoins des enfants. Oui. Je vois le temps qui passe. Si vous avez des questions, pensez-y. Peut-être, Guillaume, je vous laisse la parole, mais là, on parlait donc diagnostic, entrer dans l'accompagnement. On a parlé un peu de l'accompagnement au début, c'était le plus important. On était plutôt sur le champ enfance. J'ai ouï dire qu'il y avait un volet aussi accompagnement sur le versant pré-professionnalisation. Il y a un CESAD Pro qui se met en place, voilà, pour un peu parler de l'après ou de la suite.
Bah ça, c'est assez récent. On a ouvert ce nouveau dispositif en septembre dernier pour vraiment accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, notamment dans leur insertion professionnelle, de définir avec eux leur parcours, identifier leurs besoins et d'être là en soutien sur ce projet. Mais on va les aider notamment parce qu'ils arrivent à l'âge adulte. On va travailler l'autonomie avec eux, toujours de façon spécialisée et individualisée. Et on va vraiment aussi les ouvrir sur la vie de la cité et notamment l'accès aux droits communs. Ça, pour nous, c'est vraiment important. Donc, et toujours dans une démarche d'inclusion. Oui. Oui, parce que les profils peuvent être très divers, en fait. Hein. C'est ça ce que je comprends dans ce que vous dites. Puis pour voir de temps en temps les jeunes, il y a un enjeu d'ouverture. Bon, on a plutôt focalisé sur le champ enfance, là. Bon, voilà, c'est le pôle autisme Paris. On pourra refaire un webinaire sur le champ adulte. Comment ça se passe après sur le champ adulte? S'il y a besoin de trouver une place dans un établissement adulte sur Paris, c'est les doigts dans le nez, c'est tranquille? Loin de là. C'est assez compliqué, il y a peu de places qui s'ouvrent pour les adultes, donc du coup ça fait un bouchon pour les plus petits qui arrivent. Il faut vraiment ouvrir des places pour les adultes, c'est essentiel pour que ça puisse débloquer des places pour nos jeunes, quoi. C'est ça. Et les CESAD, c'est vraiment pas... pour la plupart, s'arrêter à 20 ans. Mais 20 ans, en fait, il y a aussi le démarrage de la vie adulte. Donc là, c'est bien. Nous, on a ouvert vraiment une unité 16-25 ans pour les accompagner. Et donc, il y a des avancées, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez suffisant. Et il y a besoin de place aussi en structure adulte. Oui, mais on parle beaucoup d'inclusion. Alors, faut-il créer des places si on arrive parce que Léandre, il va à l'école? Il va à l'école, mais il a besoin d'accompagnement, d'un accompagnement. Parce que, il y a un équilibre. Oui. Il y a un équilibre à trouver. Ouais. Pour le moment, il a vraiment besoin d'un accompagnement. C'est très utile, oui. Petite question. Je lis la question. Alors, je ne sais pas, peut-être comment ça se passe, les relations avec les écoles? Je ne sais pas s'il y a une arrière-pensée dans la question. Non, mais on entend beaucoup de choses sur la complexité de mettre en place des accompagnements pour des enfants en situation de handicap à l'école. Comment ça se passe pour Léandre? Alors nous, pour nous, on a beaucoup de chance. On a une école maternelle qui a vraiment à cœur d'accueillir Léandre. Même si, oui, c'est pas facile d'accueillir un enfant qui ne suit pas les consignes, qui n'écoute pas, qui peut parfois pousser des cris parce qu'il vocalise, il aime bien sensoriellement crier. Mais néanmoins, nous, on a beaucoup de chance. La directrice est vraiment très, très motrice. Et la maîtresse, comme la ESH aussi, elle accueille avec grand plaisir l'éducatrice quand elle vient. Et ils essayent de mettre en œuvre ce qu'elle recommande. Donc nous, on a beaucoup de chance, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Oui. Globalement, ça se passe bien. Les enseignantes sont ravies de nous voir arriver à l'école. Elles ont toujours plein de questions et elles essayent d'appliquer au maximum les préconisations. Après, elles peuvent utiliser aussi nos conseils pour les enfants du reste de la classe. Donc, ça peut aussi aider, les autres enfants. Il faut encore plus de formation dans l'éducation nationale parce qu'ils accueillent beaucoup d'enfants avec handicap, mais les formations ne suivent pas tout le temps et il manque aussi de personnel. Il manque d'AESH. Mais c'est vrai que c'est le rôle aussi du CESAD et des équipes, notamment les éducateurs. Ils travaillent vraiment à l'année, ils créent un lien avec ces équipes enseignantes. C'est vraiment un travail de partenariat et on propose notamment des sensibilisations parce que l'autisme, c'est une grande question et du coup on prend le temps de répondre à leurs questions pour qu'ils puissent accompagner les enfants au mieux à l'école. Ils peuvent venir au CESAD, on les invite aussi. On a des maîtresses qui viennent, on a des AESH qui viennent nous voir aussi. Oui. Donc, mais pour identifier des écoles dans lesquelles il est possible d'intervenir, parce que je sais qu'il y a la directrice du pôle autisme là, qui nous regarde là-bas. Donc elle va, pareil, je reprends toujours, ça fait 3 fois que je dis ça, elle va toquer dans les écoles et on lui ouvre la porte en disant bien sûr, il y a un démarchage. Non, on intervient dans toutes les écoles, de Paris. On s'adapte vraiment, l'idée c'est vraiment d'aller sur le lieu de vie de l'enfant. Donc on va dans son école, donc on rencontre la directrice et on rencontre l'équipe enseignante. On suit les familles, en fait. On va dans ça, c'est vraiment pour nous important. Les enfants. J'entends que dans votre monde, il n'y a pas de directeur d'école. Non, il y en a quelques-uns. Ouais. Petite question pour finir. Moi, j'aime bien poser cette question. On fait le petit tour là, pour finir la minute qui nous reste. Vous avez une baguette magique là, avec ce qu'on vient de se dire. C'est quoi le point que vous tapez de votre baguette magique pour améliorer les choses? Moi, j'aimerais ouvrir un IME pour les petits.
Ce serait vraiment mon souhait. Quand vous dites IME, c'est une structure, institut médico-éducatif. Institut médico-éducatif où les jeunes viennent, sont présents toute la semaine, de 9h à 16h, du lundi au vendredi, ils repartent chez eux le soir et le week-end. Et là, on a vraiment un manque pour les 7-12 ans. Il nous manque, cette corde à l'arc. Du pôle autisme, en tout cas. On espère répondre à ça rapidement. Baguette magique, c'est à vous. Baguette magique, moi je dirais un petit peu diminuer les barrières entre le soin et l'éducation nationale et d'arriver à quelque chose vraiment de beaucoup plus inclusif et une ouverture du CESAD. Nous, c'est notre priorité, on essaie de s'ouvrir au maximum vers l'extérieur. Il y a eu le Covid qui nous a vraiment renfermés, mais là, on s'ouvre et on montre qu'on est présent et on est là pour vraiment essayer de sensibiliser un maximum de personnes à l'autisme. On pourrait reprendre ça comme définition de l'inclusion. Je pense que ça parle mieux de l'inclusion que le mot inclusion lui-même, ce que vous venez de dire. Non, mais à partir d'un pôle médico-social, comment on travaille avec le sanitaire et le champ scolaire. Eugénie. Moi, ce serait un peu pareil. Ce serait l'ouverture d'esprit des personnes. Notre petit garçon, il est comme ça. On travaille à ce que il se développe et que tout aille bien pour lui. Néanmoins, il est comme ça et il restera autiste, même si les symptômes, on espère qu'ils vont diminuer. Et de l'accueillir comme toute personne, qu'il ait les droits comme tout le monde et qu'il soit accepté partout parce que c'est un petit garçon qui est très attachant, qui est adorable et qui a toute sa place. Ouais, c'est ce que vous nous aviez dit. Vous nous avez dit que vous étiez partante pour participer parce que vous, il y a un enjeu de faire savoir, de travailler à cette ouverture, cette acceptation de... Tout à fait. Et puis il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes sur les autismes. Et vous l'avez dit, c'est un spectre. Il y a autant d'autisme que d'enfants, que de personnes autistes. Et tout le monde a sa place. Bon. On va en rester sur ce mot de la fin. Mais merci beaucoup à vous trois. Donc ce webinaire est consultable. À nouveau, on dit consultable sur le site de Vivre et Devenir, sur la chaîne YouTube plus précisément. Donc merci de votre attention. Et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire 30 minutes pour comprendre.